Bonjour à tous. Toujours dans le but d'assurer cette continuité pédagogique, je vous propose cette activité de lecture qui s'inscrit dans le deuxième module Antigone de Jean Anouilh. Une activité dont l'objectif consiste à étudier la fonction du prologue. Et puis nous vous avons choisi ou bien comme support un passage allant de voilà ces personnages jusqu'à punis de mort. D'abord, commençons par identifier ce passage. C'est, comme vous voyez sur l'écran, un extrait de la tragédie moderne de Jean Anouilh, Antigone, écrite en 1942, présentée pour la première fois en 1944 et publiée en 1946. Je reviens sur les deux mots tragédie et moderne, juste à titre de rappel. Une tragédie, c'est un genre dramatique, ça veut dire relatif au théâtre, qui remonte à l'Antiquité grecque et qui met en scène des personnages en combat perpétuel et désespérés face à des forces qui les dépassent, à savoir la mort, la fatalité, les dieux, les catastrophes naturelles, etc. Et moderne, vous savez que Anouilh a repris Antigone à Sophocle, mais il lui a fait subir un certain nombre de modifications en rapport avec le texte, avec les personnages, avec le langage, avec l'unité de temps. Par rapport au texte, on ne parle plus avec Anouilh, Antigone d'Anouilh, on ne parle plus d'un texte écrit en vers. On parle d'un texte écrit en prose. Les personnages mis en scène ne sont pas tous des personnages nobles. Il y a des personnages nobles, mais aussi des personnages normaux et ordinaires, à savoir les gardes et la nourrice. Le langage n'est plus un langage littéraire et soutenu comme dans l'Antigone de Sophocle. Il est très clair, simple, voire même très oral. Et enfin, il y a un mélange avec Antigone de Jean Anouilh. Donc on a affaire à un temps ou bien à un mélange de registres. Pour ce qui est de la focalisation, c'est la focalisation zéro. Ça veut dire que le narrateur est omniprésent. Il connaît les personnages mieux que les personnages eux-mêmes. Il connaît leur passé et leur futur. Mais avant de continuer, il est très important de revenir un peu sur le mot prologue. C'est quoi un prologue? Prologue, c'est un mot du théâtre grec qui désigne la première partie de l'action. Il précède l'exposition ou la présente. Toujours dans le cadre de l'identification de ce passage, le prologue en question se compose de deux éléments importants, la didascalie et le prologue. La didascalie, c'est ce qui annonce la présence des personnages sur scène, les présente le décor et l'avancée du prologue. Et le prologue, c'est un personnage qui prend la parole pour s'adresser au public au nom du dramaturge. Il est aussi très important, pour mieux identifier ce texte, de faire allusion à cette situation d'énonciation. Qui parle dans ce passage, c'est le prologue. À qui parle-t-il? Au spectateur. De quoi il présente les personnages, le temps et le lieu et amorce l'intrigue. Il rappelle aussi quelques événements indispensables à la compréhension de l'histoire. Où, ça veut dire le lieu, un palais à Thèbes. Quand? Le temps, juste après la mort des deux frères, Éthéocle et Polynice, et plus précisément après la décision du roi Créon d'interdire les devoirs funèbres à Polynice. Notre analyse s'articulera autour de deux mouvements essentiels. D'abord, le prologue, une scène d'exposition. Ça veut dire qu'est-ce qui fait de ce prologue une scène d'exposition, et puis par la suite, on aura affaire à un mouvement
à travers lequel on saura ce qui fait de ce prologue un prologue original. Alors commençons par le premier mouvement. Pour mieux comprendre ce mouvement, je vous propose ces questions auxquelles vous êtes invités à répondre. Quels sont les personnages présentés dans le passage et comment sont-ils présentés? Vous savez, dans ce passage, tous les personnages sont présentés, sans exception aucune, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires et même les personnages qui sont évoqués dans l'histoire et qui ne jouent pas sur scène, à savoir Éthéocle et Polynice. Comment ils sont présentés? Ils sont présentés, ça veut dire, on leur a fait une description physique et morale. En commençant bien sûr par le personnage éponyme. Et quand on dit personnage éponyme, ça veut dire le personnage dont le nom est donné comme titre à l'œuvre. Antigone par exemple, c'est un Antigone en l'occurrence, c'est le nom du personnage principal et c'est le titre aussi de l'œuvre. C'est pourquoi on l'appelle un personnage éponyme. Donc on l'a présenté au début physiquement, ça veut dire on a parlé surtout on a insisté sur son physique, sur sa jeunesse aussi, sur son physique. Il est noiraude, il est maigre, etc. Et puis par la suite on a parlé de son caractère. Et on constate qu'il y a ça veut dire que son physique, son look, femme qui ne se peigne pas, qui ne prend pas soin d'elle, un physique qui ne contraste pas avec son caractère très fort. Parce que c'est une jeune fille qui est résolue, déterminée, courageuse, têtue et qui est capable d'aller jusqu'au bout de son projet, motivée bien sûr par son destin. Et puis par la suite, on a présenté Ismène, dont on a dit qu'il est ravissante, elle est belle, elle est blonde, elle est plus ravissante que sa sœur Antigone, mais elle est peureuse et elle a aussi la peur de son frère, elle a peur de souffrir, elle a peur de son oncle Créon, le roi. Après, on a présenté Aimant et on a insisté aussi sur sa jeunesse et sur son amour pour les jeux, pour la musique et pour la danse. Par la suite, on a parlé de Créon. On l'a présenté comme étant un homme robuste, un homme forui, un homme dont les cheveux sont blancs, mais un homme aussi ridé et fatigué. Mais côté caractère, c'est quelqu'un qui est besogneux, c'est quelqu'un aussi qui est travailleur et qui aime et qui est honnête et qui aime beaucoup son travail. Par la suite, on a présenté sa femme en disant qu'il est une vieille dame, une femme qui s'est contentée de tricoter depuis le début de la scène jusqu'à la fin et qui n'a proféré aucun mot depuis le prologue jusqu'à l'épilogue. Par la suite, on a passé à la présentation des gardes, dont on a dit qu'ils sont des hommes rougeaux, mais des gens comme tous les gens qui ont des femmes, des ennuis comme tout le monde, et qui ne sont pas de mauvais bougres. Par la suite, donc, on a présenté le lieu et le temps. Le lieu, c'est une maison à Thèbes, et le temps, c'est juste après la mort des deux frères, Éthéocle et Polynice, et plus précisément comme on a dit, après la décision de Créon d'interdire les honneurs funèbres à Polynice. Voilà, en guise de synthèse partielle, je vous propose ceci. Le prologue présente un à un tous les personnages, il manque là un article défini, tous les personnages de la pièce qui sont en scène au lever du rideau, comme l'indique la première didascalie. Il a aussi précisé le temps et le lieu de l'action ainsi que l'intrigue de la pièce, autrement dit le prologue, dont Antigone a la fonction de la scène d'exposition. Alors maintenant,
qu'est-ce qui fait de ce prologue un prologue original? Où réside l'originalité de ce prologue? Pour comprendre où réside donc l'originalité de ce prologue, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Quelles sont les activités auxquelles se livrent les personnages sur scène? Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Regardez, ces jeux, tricoter et jouer aux cartes, ce sont des jeux qui ne remontent pas à l'Antiquité grecque, mais qui sont courants ou bien qui sont étrangement modernes. Vous avez aussi le mot bal, évoqué par le prologue, en parlant de aimant, qui aime la musique et la danse et tout ça. Et puis l'amour de crayon pour les livres et pour les flâneries chez les petits antiquaires. Les flâneries, ça veut dire les promenades. Et ce sont ici des vacations, ce sont des activités qui ne remontent pas à l'Antiquité grecque, mais qui sont plutôt issues du XXe siècle, qui sont courantes, des activités courantes au XXe siècle. Voilà, comment trouvez-vous ces activités? Ces activités sont étrangement modernes, c'est déjà dit, et certaines d'entre elles sont même courantes au XXe siècle. Et puis, vous avez ici la dernière question en rapport avec cet axe. Dans quel langage parle le prologue? Le prologue parle dans une langue claire, simple et très orale. Voilà, donc il y a ici trois éléments qui font de ce prologue un prologue original. D'abord, on a parlé des activités et des jeux qui n'ont rien à voir avec l'Antiquité grecque. Ce sont des activités qui remontent ou bien qui... vous voyez ici qu'il y a donc ce qu'on appelle des anachronismes. Ça veut dire un décalage entre les activités et les personnages. Les personnages, ce sont les personnages de l'histoire, d'une histoire grecque, des personnages qui remontent à l'Antiquité grecque, qui vaquent à des activités qui remontent ou bien qui sont courantes ou bien qui sont issues du XXe siècle. Et puis vous avez le langage. Le langage est très clair, simple et très oral. On ne parle plus d'un langage très soutenu et littéraire, comme dans l'Antigone de Sophocle. On parle d'un langage clair, simple et très oral, et ce, dans le but de rapprocher la scène, l'histoire, la tragédie des spectateurs. Voilà, en guise de synthèse, je vous propose ceci. La reprise du mythe très connu d'Antigone au théâtre permet ainsi de s'adresser avec force à ses contemporains par le biais du prologue. Le prologue chez Anouilh, quoiqu'il soit différent de la scène d'exposition dans le théâtre classique, continue à remplir la même fonction de cette dernière. En effet, il informe le lecteur, le spectateur, sur tous les éléments nécessaires pour comprendre la tragédie, à savoir les personnages, le lieu, le temps, l'intrigue, et ainsi de suite. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.